Il analyse et sonde la vie politique française depuis 50 ans. Il a connu 6 présidents de la République et les affres du pouvoir. Roland Quérol est un politologue au cœur de la Ve République. C'est le grand angle de ce mardi 8 mai. Bonjour Roland Quérol. Bonjour. 50 ans de vie politique dans ce livre, Mon voyage au cœur de la Ve République. C'est aux éditions Calment-Lévy. C'est truffé de souvenirs, d'anecdotes. Vous avez fréquenté 6 présidents, je l'ai dit tout à l'heure, Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à Emmanuel Macron. Cette République est marquée par l'essor de la télévision et des sondages, des études d'opinion. On verra comment le pouvoir s'est servi de ces outils dans l'exercice de leurs fonctions, dans leur prise de décision. Mais d'abord, une question sur cette image que vous inspire Emmanuel Macron, qui est seul, sans public, sans foule, sur l'avenue des Champs-Élysées pour commémorer l'armistice. C'est vrai que c'était une curieuse ambiance. Il y a toujours des gens qui viennent un peu regarder au moins le spectacle de ces commémorations. Beaucoup moins le 8 mai que le 11 novembre ou le 14 juillet. C'est jamais très plein. Mais là, entre le fait que sans doute les gens savaient qu'il y avait un périmètre assez large pour pas pouvoir approcher, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de voir Macron en ce moment parce qu'ils lui en veulent beaucoup sur l'histoire des retraites, et il y avait probablement des gens qui seraient bienvenus pour râler, pour siffler. Mais comme c'est une cérémonie républicaine, nationale, la célébration de la fin de la guerre contre les nazis, je crois que beaucoup de gens se sont dit ça se fait pas, il faut pas mélanger tout ça. Donc au total, ça donne ce pari curieusement vide avec un président qui fait le boulot. Alors, on va revenir sur le pouvoir d'Emmanuel Macron, mais on va parler d'abord de votre livre. Dans le prologue, alors ça m'a interpellée, vous dites « mes présidents » comme si vous les aviez façonnés. Pourquoi avoir employé le possessif, surtout quand on parle des instituts de sondage qui fabriquent l'opinion, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que j'ai hésité beaucoup avant d'écrire ce livre, avec un petit peu la collaboration d'Arnaud Mercier, qui m'a relancé ici ou là. Je pensais que c'était un peu ridicule de raconter des souvenirs. Mais c'est les miens. Donc c'est pas mes présidents que j'ai faits. C'est les présidents tels que moi, je les ai connus. Je ne raconte que des choses qui me sont arrivées avec eux, dont j'ai conversé avec eux, des choses qui n'étaient pas couvertes par des secrets d'État. Enfin, je ne crois pas. Et donc, c'est comme ça que ce sont les miens. Alors, on verra si vous vous êtes attaché à certains d'entre eux. Cette Ve République, vous l'avez traversée en tant que sondeur, je l'ai dit, politologue. Vous avez été régulièrement reçu à l'Élysée. Vous êtes une sorte de piti. Qu'est-ce qu'ils attendaient de vous ? Vous savez, quand on est quelqu'un qui est un spécialiste de la vie politique et qu'on fait par ailleurs des sondages, c'était mes 2 métiers. J'étais chercheur à Sciences Po et puis j'avais ma boîte de sondage. Et donc, j'étais de ceux qui pouvaient essayer d'éclairer les données d'opinion par des analyses. Et pensait-il peut-être par des propositions pour se sortir des moments difficiles. Alors, on espère toujours, on va voir le docteur, on espère qu'il va vous donner une potion magique. Ils ont compris à la longue que j'avais pas de potion magique, mais que le fait même de pouvoir discuter, regarder les choses, apprendre à comprendre comment se fabrique l'opinion, ça pouvait être utile aussi. Mais voilà, je ne peux pas dire que j'ai collaborer de façon tout à fait sensationnelle à telle ou telle idée. J'ai toujours pensé que les conseillers ne sont pas les payeurs, qu'on est là pour expliquer les données, qu'on est là pour les comprendre le plus finement possible, mais que les décisions, c'est à eux de les prendre. Est-ce que vous avez l'impression que parfois ils se sentaient éloignés de la population à l'Élysée ? Très souvent. Franchement, l'Élysée, c'est un Beaucaire. Je crois que tous en ont souffert. Probablement pas, mais je ne l'ai pas connu, le général de Gaulle, parce que lui, il a vécu dans la grandeur et dans la solitude toute sa vie. Mais dès Pompidou, il y a eu cette idée, il faut savoir sortir de l'Élysée. Vous savez, tous les fils de l'administration française ne mènent pas à l'Élysée, ils mènent à l'hôtel Matignon. C'est Matignon qui grouille en permanence. L'Élysée doit être tenu informé par Matignon. Donc on n'est même pas branché sur l'État. Et on n'est pas branché sur le pays. On est dans un palais pas très pratique pour travailler, avec beaucoup de gens qui sont dans des pièces toutes petites et qui se croient des gens très importants. Mais on est bloqué. Donc il y a en permanence chez chaque président, et ça s'est probablement
aggravé de président en président, ce sentiment qu'il faut sans arrêt faire quelque chose pour savoir ce que sont et ce qu'en pensent les vrais gens. Oui, alors justement, en la matière, Valéry Giscard d'Estaing, vous dites, est un président moderne. Il est le premier à se saisir peut-être véritablement de la télévision pour façonner son image qu'il trouvait sans doute un tantinet aristocratique. Et donc, il avait cette volonté de paraître autrement. Oui, il avait tout à fait ça. On l'a vu apparaître après son élection conduisant lui-même sa voiture. La première fois qu'on voyait un président venir prendre ses fonctions au volant de sa voiture. Et il a essayé de jouer cette proximité. Le problème, c'est que comme c'était pas quelqu'un qui était vraiment proche des gens, ça se voyait terriblement. Et en fait, ça a été peut-être un effet boomerang. Vous savez, quand il recevait les éboueurs qui passaient devant l'Élysée, il les recevait au petit déjeuner dans la vaisselle d'argent. Les gens étaient complètement bloqués. Même chose quand il s'invitait à dîner chez les gens. Toutes ces images de télé, en fait, elles n'ont jamais réussi à communiquer vraiment ce qu'espérait Giscard, c'est-à-dire cette proximité. Alors en 1981, Giscard et Mitterrand se présentent à la présidentielle. Tous deux vous ont demandé vos conseils. Et donc vous vous retrouvez à déclarer la victoire de l'un et l'échec de l'autre. Comment ont-ils réagi l'un et l'autre? Ça dit quelque chose Écoutez, j'ai appelé le vendredi précédant le vote Valéry Giscard d'Estaing pour lui donner le résultat du sondage et lui dire que pour nous, il était battu. Il l'a pas mal pris du tout. Il m'a dit, écoutez, je comprends ce que vous me dites. Je confiance dans la professionnalisation de votre métier, donc je vous crois. Mais vous avez dû terminer votre sondage au plus tard hier. Moi, je sens, et tous mes amis me disent, qu'il y a dans le pays un mouvement incroyable qui est en train de passer pour moi. Je vous fiche mon billet, m'a-t-il dit, que dimanche, je serai élu. Bon, je ne suis pas allé chercher le billet. Quant à François Mitterrand, il était convenu que je l'appellerais, si je faisais pour une chaîne de télévision une opération d'estimation des résultats pour donner à 20h, je la fais. Et il était convenu que je l'appellerais si j'avais des résultats assez tôt. J'ai noté qu'à 18h26, on a une estimation qui ne bouge plus, je l'appelle à Château-Chinon, à l'hôtel du Vieux-Morvan, il me prend tout de suite, et je lui dis, Monsieur le Président, vous êtes élu, félicitations. Il me dit, ah, vous êtes sûr? Je lui dis, oui, l'estimation est stabilisée, ça ne bougera pratiquement plus maintenant. Et il a cette phrase assez incroyable que j'ai gardée dans le coin de l'oreille. Ah bon, est-ce que je suis forcé de le dire aux gens qui sont autour de moi? Je dis, écoutez, vous faites comme vous voulez, moi je vous préviens vous. Et en fait, pendant une demi-heure, il n'a rien dit aux autres. Il a laissé les rumeurs, les hypothèses. Lui, il paraissait extrêmement tranquille. Il faut dire que lui, il savait. Alors là, cette fois-ci, vous avez eu bon dans vos pronostics, mais des échecs, il y en a eu. Oui. Quelques-uns, plus que d'autres. On se souvient particulièrement d'une décision politique qui a été fatale à Jacques Chirac, c'est la dissolution. Oui, oui. Et pourtant, vous le lui avez dit. Et oui. Alors, je vais vous la faire bref, parce que dans le bouquin, je prends quelques pages pour expliquer cette longue affaire. Nous avons gagné un appel d'offres de mon institut de sondage pour faire des études qualitatives en politique. Nous ne savions pas sur quoi. Et nous sommes allés, avec une directrice d'études qualitatives qui travaillait dans mon institut, voir à l'Élysée, et nous ont reçus en même temps Jacques Chirac, Alain Juppé, Dominique de Villepin et Maurice Gourdeau-Montagne. Donc les quatre qui ont... Et ils nous ont dit tout de suite, nous envisageons de faire une dissolution. On s'est regardé un peu ébahi. Paris avait quelques rumeurs selon lesquelles c'était une solution envisagée par l'Élysée. Ils nous disaient, on compte sans doute le faire. Donc c'est secret, bon, nous on est habitués au secret. Allez voir comment les Français réagiraient qualitativement. Et on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça, on prend les jours nécessaires et on revient devant la même formation des 4 personnes et on leur dit ça ne marche pas, les gens ne comprennent pas, vous avez une majorité à l'Assemblée, il n'y a aucune raison de faire une dissolution, ça fait bizarre, magouille. Non. Alors, discussion entre eux et la conclusion c'est bon, vous avez travaillé sur les Français, travaillez seulement sur les électeurs de droite et du centre parce que c'est cela qui nous intéresse. Deuxième étape, on fait la nouvelle étude et c'est les mêmes résultats, c'est non. Troisième étape, on nous dit allez chercher des arguments qui pourraient
convaincre les gens. Et on balaye des arguments nationaux, européens, internationaux, qui pourraient jouer. Rien ne marche. Les gens disent de toute façon, c'est une mauvaise idée. Et ben voilà, et ils nous disent, à la fin, bon, on a compris que c'était risqué, et Chirac me dit, la politique, c'est de prendre des risques, on va le faire quand même. Aujourd'hui, ils sont capables de prendre ces risques-là, par exemple? Je ne sais pas, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours le poids de l'histoire. Il a fait une dissolution, il l'a perdue. Vous avez remarqué que les présidents, depuis, ils hésitent beaucoup. Oui, c'est resté dans la mémoire collective. Pareil pour les référendums. Quand ça n'a pas marché, si en plus les études vous disent attention, ça ne marche pas ce coup-ci non plus, je crois que cette fois-ci, il ferait attention. Alors, à l'époque, et jusqu'à une période récente, vous étiez beaucoup consulté. Est-ce qu'aujourd'hui, les cabinets de conseil, on l'a vu avec Emmanuel Macron, vous concurrencent ou ont pris plus de place? Oui, ils font un métier très différent parce que les cabinets de conseil, ils ne se contentent pas d'aller regarder l'opinion, ils le font. Oui. Ils le font parfois en collaboration avec les instituts d'études d'opinion, mais ils font des stratégies, ils font la communication, ils font l'organisation des choses. Et en effet, ils ont pris une place très importante. Tout le monde parle de McKinsey parce que c'est le plus gros conseil américain et ça a été un certain scandale soulevé par le Sénat. Et en même temps, c'est pas forcément en soi scandaleux qu'une administration se dise bon, j'ai mes fonctionnaires, mais c'est pas mal d'avoir un peu d'imagination extérieure. Donc, qu'il y ait des cabinets de conseil, c'est logique, qui vendent à l'État français, comme à tous les États démocratiques d'ailleurs, hein, c'est partout comme ça dans le monde. Que ça devienne un tout petit peu la loi et qu'on ne se serve pas beaucoup en interne. Comment vous l'expliquez ça, qu'ils ont peur de prendre des décisions? Vous dites par exemple de François Hollande qu'il n'aimait pas décider d'un cap, de le formuler. Ouais. Est-ce que c'est une façon de ne pas prendre de décision? Oui, en tout cas, ça se veut une aide à la décision. On se sent plus rassuré si des gens qui sont des experts, qui ont bossé sur le sujet, qui n'ont pas d'intérêt personnel à la décision. C'est ça que vous voulez dire? Non, ça veut dire au contraire, je préfère savoir où je mets les pieds quand je vais quelque part. Et si un expert m'aide à le faire... Et donc ils ne sont plus guidés par le nez, comme les autres? Ça, de moins en moins. De moins en moins. Ils sont de moins en moins guidés par l'idéologie et moins par les programmes et moins par l'intuition. Mais en politique, c'est comme dans l'entreprise, c'est comme partout. Et il y a cette idée que la rationalité, désormais, c'est quand même plus important que le pif. Alors, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il se voulait être le président disrupteur. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, avec la crise sociale que l'on connaît, avec la crise institutionnelle que l'on connaît et peut-être une crise démocratique? Alors, je crois qu'il y a une crise démocratique. Je crois que les Français se sont beaucoup détournés du système politique, de la politique, des hommes et des femmes politiques. Ils les trouvent en général malhonnêtes, corrompus, incompétents, loin des gens, faisant leur carrière tout seuls dans leur coin, s'occupant pas de nous faisant des fausses promesses aux élections. Le tableau est terrible. De toutes les institutions qui ont toutes décliné en France, les politiques sont ceux qui sont le plus maltraités. Alors, pour Macron, qu'est-ce qui reste? Moi, je crois qu'il a l'avantage de son âge et qu'il a peut-être encore cette capacité... Il est de moins en moins jeune tout de même. Hein. Et ça nous arrive à tous, mais quand même, sur la scène mondiale, il l'a. Mais je crois qu'il y a une chose sur laquelle il est prêt à changer. Il nous l'a dit, on va voir si c'est vrai. Il n'y a pas en France de négociation sociale nationale. Contrairement à tous les pays européens. Macron nous a dit, c'est bien les syndicats dans l'entreprise, dans les branches économique, mais pas au niveau national. Il n'a pas réussi au niveau des retraites. Et je pense que là, on va entrer dans une phase de négociation sociale nationale. Ça, pour la Macronie, c'est une nouveauté s'il y arrive. Parce que ça va être long. Oui, ça va durer une bonne année. Merci beaucoup, Roland Carroll, d'avoir été notre invité sur les 64 minutes.